3 quarts de finale en Masters 1000 consécutifs, Andrei Rublev ventilé, vaporisé, écartelé et un choc de titan demain contre Carlos Alcaraz. Arthur Fils fait péter le champagne à Monte Carlo. On va se poser la question en fin de vidéo, peut-il battre Carlitos demain? On va essayer d'avancer quelques petites pistes par rapport à ça. L'interview passionnante de Marco Panicchi, le prépa actuel de Yannick Sinner, l'ancien prépa de Novak Djokovic. Vous allez voir quelques points super intéressants. Et mon grand résumé de la journée, c'est le programme super enthousiaste de ton nouveau digest de Monte Carlo. Je te laisse claquer ton plus beau pouce, t'abonner aussi pour ne rien manquer de la fin du tournoi, et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec la super interview de Marco Panicchi. Vous voyez à côté de Yannick Sinner et le trophée à l'Open d'Australie. Pêcheur et Panicchi, c'est traduit automatiquement. Donc c'est une interview qui a été donnée au Corriere della Sera. Je pense pas que ça va faire beaucoup de bruit en France et c'est pour ça que je voulais impérativement vous alerter dessus parce qu'il y a plein de points intéressants. Panicchi rappelle pour commencer son travail très précieux avec Novak Djokovic. Il a bossé entre donc ses 30 ans et ses 37 ans. C'est là où Novak a acquis la moitié de ses grands chelems. Il avait simplement entre guillemets 12 grands chelems à son 31e anniversaire. Il explique aussi que pour lui, Marco Panicchi, c'est sa 40e année dans le sport, son professionnalisme a grandi avec le temps, et il sait aussi précisément ce qu'il doit réaliser avec Yannick Sinner. Alors on lui a posé la question, qu'est-ce que vous avez fait là pendant ces 3 mois? Comment vous vous êtes organisé? Et donc il explique, nous avons transformé les micro-cycles de travail, parce qu'il y a très peu de temps pour bosser entre les tournois, surtout quand tu as un gars qui va tout le temps au bout des tournois comme Yannick Sinner. Donc là ils ont étendu en macro-cycles, et ils sont rentrés dans les détails et les particularités, et donc ils n'attendent pas de transition. Dès le tournoi de Rome, ils espèrent que Yannick Sinner sera à 100% de ses capacités. Il explique aussi que Sinner a retiré ses petites chevillères. Ça, c'est quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu, mais je trouve que c'est un détail qui n'en est pas un. Justement, les chevillères limitent l'articulation et la contrainte est répartie sur toute la structure de la jambe, ce qui entraîne, explique-t-il, une surcharge de certaines parties du corps. Alors ça, c'est très intéressant parce que, rappelez-vous, Andy Murray, il avait des chevillères pendant l'essentiel de sa carrière, Matteo Berrettini aussi a des chevillères, et apparemment, ça peut péter sur un autre côté parce que tu sécurises la cheville et tu fais travailler d'autres parties du corps qui ne devraient pas bosser à la place de la cheville. Donc se débarrasser des bracelets de cheville, dit-il, a été un processus long mais super important pour Yannick, avec des implications psychologiques fondamentales. Et en vert, donc il explique, depuis janvier, il a cessé de les utiliser en Australie et elles ne lui manquent plus. Le point qui m'intéresse le plus, c'est le développement de Sinner, parce que c'est quelqu'un qui est très filiforme, qui est même un peu fin au niveau des jambes, au niveau des bras. Il n'a pas la musculature d'un Carlos Alcaraz par exemple. Et justement, Panicchi, il explique que il ne diabolise pas la musculation. Et on peut se référer à l'évolution de Novak Djokovic en 2023 par exemple, où il a pris 2-3 kilos de muscles, surtout au niveau du haut de son corps. Mais le physique de Yannick, l'aspect fonctionnel est le plus important. Ça, c'est vraiment décisif, je trouve, dans l'analyse du corps et de la technique de Sinner, de son efficacité. Nous effectuons un travail tridimensionnel. Donc pour lui, il y a le physique, le mental et la technique. Ils essayent de développer une connexion entre ces 3 segments. Les 3 mois de suspension dus à la négligence de Yannick Sinner sur le double test positif au close table ont aussi eu un impact sur le fait de découvrir d'autres choses, de s'ouvrir au monde. Il a été poussé, dit-il Panicchi, à faire de nouvelles choses, des choses qu'il n'a jamais faites auparavant, du golf, des visites au musée, etc. Élargir la sphère mentale, ça je trouve que c'est super intéressant et c'est aussi utile pour nous. Élargir sa sphère mentale permet d'arriver à l'entraînement en se sentant plus frais, même s'il explique que la répétitivité c'est important et c'est utile à la comparaison, c'est utile pour progresser. Et il termine en expliquant quelle est la plus grande qualité de Sinner, et là c'est pareil, c'est fascinant. Yannick a le physique d'un décathlonien, dit-il, il sait tout bien faire. S'il était plus fort, donc plus costaud, il ne pourrait pas être aussi agile, et là forcément, Panicchi, il a bossé avec Novak. Il y a des ponts entre les deux joueurs en termes de déplacement, les reprises d'appui, les grands écarts en revers, en coup droit. Il y a vraiment des liens qui sont très nets, très évidents entre les deux joueurs. Et donc du coup, je pense que Panicchi, il peut dupliquer ce qu'il a fait un peu avec Novak, même si Novak était un joueur qui avait au-delà de 30 ans, donc c'est pas forcément le même corps que celui de Sinner. Et en bleu, il continue, son talent le plus extraordinaire est la gestion des situations. Et ça, c'est particulièrement savoureux quand tu sais que Sinner, c'était un joueur fragile, fébrile à ce niveau-là, en 2021, en 2022 encore. Il a progressé sur le deuxième semestre 2023. Il explique
la gestion des situations, qu'il s'agisse d'un entraînement ou d'un match très tendu, il a un calme opérationnel dans les moments qui comptent, qui est rare. Sur la chaîne, j'insiste souvent sur ses progrès au service, son côté très clutch, etc. Là, on a des mots qui nous expliquent vraiment pourquoi Jannik Sinner est devenu Jannik Sinner, le numéro 1 mondial, le patron du circuit écrasant. L'esprit et le corps, pour terminer, sont un système intégré. Quand l'un le tire vers le bas, l'autre le pousse vers le haut. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé cette petite interview. Moi, j'ai trouvé passionnante. Je vous mettrai le lien en description. Allez, on revient sur l'actualité et le match tétanisant, incroyable de Arthur Fils ce matin. Performance de dingue. Alors, j'ai vu le drama. Ouais, il n'est pas programmé sur le central. Il est à 11 h et tout ça. Est-ce que vous croyez que peut-être sa team, peut-être Arthur Fils a expliqué, a parlé aux organisateurs? Parfois, il y a des débats comme ça, je trouve, qui sont méga stériles et c'est vraiment parler pour ne rien dire. Par contre, ce qui n'est pas parlé pour ne rien dire, c'est l'analyse qui va suivre de cette performance et on commence par le schéma tactique qu'a tout de suite mis en place Arthur, c'était d'agresser Rublev derrière tous ses services, premier et deuxième, et surtout d'essayer de le fixer côté revers, de le faire défendre côté revers. Pour ce faire, Arthur, il a mis un impact immédiat dès l'entrée des échanges sur le premier coup de raquette, sur le deuxième coup de raquette, pour forcer Rublev à se mettre dans cette position. Et quand vous avez un Rublev qui passe sous la balle en revers, il est complètement désactivé, ça devient un joueur insignifiant que vous maîtrisez. Et lorsque Rublev savait prendre le contrôle des échanges et s'avançait vers le filet, une zone dans laquelle il n'est pas du tout à l'aise, eh bien on a vu un Arthur Fils qui nous faisait du petit zigzag, du petit essuie-glace, qui a démontré encore une fois ses grandes qualités de défense et son appétit pour ça. Quand vous avez détruit la faiblesse de votre adversaire, vous allez procéder à la technique Nadal, qui est de jouer plein champ ensuite sur le coup fort, pour tout simplement exploser le jeu adverse. En fait, tu lui dis, le message que tu passes à ce moment-là, c'est « Ok, je t'ai fracassé ton coup faible, bah maintenant je vais te fracasser ton coup fort. » Là ici par exemple, énorme coup droit de Fils, encore avec un gros volume. L'engagement total d'Arthur s'est vu sur absolument tous les pans du jeu ce matin. Rublev est simplement, tenez-vous bien, 29% derrière sa deuxième. Il a fracassé, concassé tous les retours de service potentiels. On se posait la question l'année dernière, c'était un peu le secteur défaillant d'Arthur, la relance et surtout la consistance, la constance dans ces secteurs-là. Là, ça a été brillant et je trouve que c'est de mieux en mieux d'ailleurs cette saison. Et ce qui renforce la qualité du match d'Arthur, je trouve ici ce matin, c'est que en fait on a vu que dès qu'il a commencé à baisser un tout petit peu de niveau, eh bien Rublev il s'est tout de suite engouffré. Ici on a le débreak par exemple, et donc depuis le double sunshine, on a un joueur qui est transfiguré et qui est habité dans ses performances, très conquérant. Il arrive sur le court, il pose son agressivité et c'est une espèce de vague en fait qui t'emporte. Et pour moi la conclusion de cette partie et des dernières semaines d'Arthur, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance dans le sport de haut niveau. Si tu mets tous ces ingrédients là tout le temps, cette intensité, cet engagement, cette concentration, à un moment donné, ça va payer. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de victoire chanceuse contre des joueurs comme Andrei Rublev qui sont des références. Allez, à la volée maintenant, un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les autres matchs. On commence par le Medvedev de Minor. Alors c'était clairement le match de trop pour Medvedev qui s'est pris une rouste. Oh là 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 là. Ouais, ça a été dur. Et de Minor qui concrétise ses progrès au niveau de son physique, son impact sur ses coups droits. Il a baladé Medvedev et il en a fait du menu fretin. Match de zinzin, on pouvait s'y attendre. Fokina était impliqué entre donc Davidovich Fokina et Jack Draper. Il y a eu 50 minutes entre la première balle de match et la deuxième. Trop de double fautes pour Jack Draper, 10 au total, dont une sur la balle de match. La shot selection, les mouvements. On a senti que Draper c'était encore du work in progress sur la terre battue. Tsitsipas qui a tapoté du talc sur le popotin de Borges ce soir avec une incapacité pour le joueur portugais de désactiver le +1, le coup droit de commandant de Tsitsipas. Ici par exemple dans cette position, il va complètement ouvrir en deux Borges. Pourtant un début de match compliqué, des jeux accrochés, mais au final ça fait 1 et 1. Aïe 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 aïe, c'est l'heure. Et oui c'est l'heure, les fans de Ruud qui attendaient cette analyse depuis un petit moment. Eh bien écoutez, le match il est imperdable ici et je sais pas ce qui s'est passé, c'est lunaire. Il y a 2 balles de match déjà pour Ruud sur le service de Popyrin. Alors il a pas grand chose à se reprocher, Popyrin qui a été extra, du +1 en coup droit. Il n'a pas laissé l'opportunité à Ruud de s'installer dans ces 2 points. Mais derrière le coup droit, oh là 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 là, oh le coup droit de Casper, quel cauchemar. 34 fautes directes au total sur cette aile de son jeu, sur l'ensemble de la partie. Un coup qu'il a complètement laissé tomber. Il y a eu des fautes en largeur, des fautes en longueur, des coups qui n'étaient pas accompagnés, une énorme fébrilité. Ruud avec cette défaite qui va perdre 550 points au total au classement, qui risque très bientôt de glisser en dehors du top 10. En fait il faut le dire, depuis Roland Garros
Garros l'année dernière et son espèce de virus au niveau de l'estomac, bah, c'est un joueur qui évolue plutôt entre la 15e et la 20e place mondiale. Et puis de son côté, on a vu un Popyrin plus tranchant sur la fin, qui a pris sa chance alors que le début de saison était cataclysmique de son côté, des amortis, des volées tranchantes et une victoire finalement sur les dernières minutes qu'il est allé chercher. Passons au match de Lolo la Musette qui nous a régalé cet après-midi contre Berrettini, qui était touché au pied. Ça a pu expliquer quelques petits soucis d'ajustement et de déplacement, mais en même temps Berrettini aussi c'est un gros bébé, hein, il a du mal parfois à se mouvoir. Nonobstant, mes très chers Goats, une performance d'anthologie, j'allais dire, de Musetti qui moi m'a absolument fasciné dans ses transitions. On parle souvent d'un joueur beau, d'un joueur esthétique, d'un joueur avec le poitrail bien affirmé. Non, il est aussi capable d'aller mouiller le maillot. Ici, petit slice, on remonte à l'échange, les amortis, les variations. Il a utilisé toute sa panoplie technique pour désarticuler Berrettini. Et en fait, Musetti, bah, disons-le, c'est le sauveur du tennis. Voilà, ni plus ni moins. Petite pression sur les épaules. Je plaisante bien sûr, mais voilà, ce coup, le revers long ligne à une main, c'est le plus beau coup du tennis, à mon avis. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse, cette emphase, mais pour moi, ce coup, c'est comme un coup de pinceau sur une toile. Dernière analyse sur Carlitos, qui a vécu un début de match complexe, avec un Altmaier bien debout sur la table, les petits revers long ligne lui aussi, très agressif. Il n'a pas réussi à tenir cette cadence pendant toute la partie. Puis que dire des inspirations, de la magie de Carlos Alcaraz. Ici, balle de break, il y en a eu 5 au total sur ce jeu. On a un twinner lob, il va te retourner le stade, incroyable. Et attention, attention, il y a des imprécisions, il y a des scories, parfois c'est franchement laborieux, il y a des débreaks, c'est sinusoïdal, mais on est en train de retrouver un Alcaraz qui prend du plaisir. Ici, demi-volée amorti, complètement illisible. Regardez, on a Altmaier qui va perdre ensuite le point dans un deuxième temps. Il est en train de retrouver son plaisir de jeu. Attention, parce que en fait, la terre battue, bah, c'est une surface qui lui laisse le temps de perdre des jeux de service, de perdre des points et de se récupérer. Donc il n'y a pas la panique qu'il peut avoir sur surface rapide, sur dur indoor, sur dur extérieur, dur rapide, comme par exemple à Miami. Là, il a le temps de se décaler, d'envoyer ses ogives. C'est vraiment une temporalité qui lui sied. Mais quand même, hein, le score il est flatteur, je trouve, 6-3, 6-1, parce que quand on cumule les fautes directes des deux hommes, on est à 62. Bon, il y en a un petit peu plus du côté d'Altmaier. 22 coups gagnants simplement en cumulé chez les deux hommes. Donc un match un petit peu mouif, quelques coups d'éclat, mais c'est un Alcaraz qui n'est pas encore tout à fait revenu à son maximum, même s'il est sur le chemin. Allez, on avance et on est sur le coin prono désormais, la dernière séquence de cette vidéo, et on va se régaler grand angle sur le Alcaraz Fils, une séquence qui est sponsorisée par Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet sur votre première inscription à Winamax. Offre réservé aux 18 ans et plus, et si vous pariez des sommes plaisir, c'est important. Alors c'est la première opposition entre les deux hommes, sinon on aurait été mis au courant je pense. Alors je vous ai préparé 3 clés de compréhension pour bien anticiper ce qui va se passer. On regarde aussi la cote. Alors évidemment, Fils n'est pas du tout favo, Alcaraz est à 1,30. Alors la première clé pour moi, c'est le contrôle immédiat. C'est-à-dire que Fils peut gêner Alcaraz dans l'absolu s'il le met immédiatement sur le reculoir. C'est une stratégie qui peut fonctionner. Elle est un peu plus difficile à appliquer sur une terre battue lente, un petit peu poisseuse, mais en fait Fils, il n'a pas besoin de se réinventer. Il peut appliquer exactement la même stratégie qu'il a employée contre Rublev ce matin, c'est-à-dire un ciblage revers, être agressif très tôt à l'échange. Mais attention, cette stratégie, parfois, elle implique du surjeu, beaucoup de fautes, et ça, bah, c'est le péché mignon aussi hein, de Arthur Fils. La deuxième clé pour moi, c'est de réussir à maintenir une ligne directrice. Les matchs d'Alcaraz sont souvent cabossés, très dépendants de sa créativité et de ses coups d'éclat, et il ne faut pas se transformer en spectateur de ça. Ça peut arriver, parfois on voit les adversaires d'Alcaraz qui sont un peu perdus parce que ils savent pas à quelle sauce ils vont se faire bouffer. Ne pas laisser donc son niveau fluctuer par rapport à celui d'Alcaraz. Et la troisième clé pour moi, eh bien c'est la pression. C'est un rendez-vous qui pourrait changer la carrière d'Arthur Fils, le propulser dans une nouvelle dimension, parce que tu bats Carlos Alcaraz en quart de finale d'un Masters 1000 sur un Alcaraz qui est quand même en train de retrouver un petit peu sa forme, comme on l'a expliqué dans la vidéo. Eh bien ce serait une victoire testament, ce serait la plus grande victoire de la carrière d'Arthur Fils. Arthur qui vit pour les grands matchs et qui doit donc nous le prouver. Je vois donc ici un ratio de 62-38 pour Carlos Alcaraz. Vous voyez, c'est très précis, hein. On est au chiffre près. Et peut-être le 7 d'Arthur. On se retrouve demain pour débriefer ce match. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pois chiches.